la macroéconomie. Alors, bon, la macroéconomie, c'est quoi? Alors déjà, quand on est face à une matière, et si d'autant plus on ne maîtrise pas cette matière, le plus important, c'est de revenir justement donc à la définition de cette matière. La macroéconomie, c'est très simple, hein, en fait. C'est juste donc d'expliquer comment un pays, d'accord, arrive à se constituer un revenu, d'accord. Donc, le revenu d'un pays qu'on nomme plus communément donc le PIB, d'accord, il obéit donc à deux règles, qu'on soit en économie fermée ou en économie ouverte. Alors, quelle est la différence? Alors, la première formule, donc c'est ce qu'on note PIB est égal à C plus I plus G. Ça, c'est ce qu'on va appeler une économie fermée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, une économie fermée, c'est quoi? Bah, c'est tout simple. Si par exemple on prend le cas de la France, d'accord, c'est l'étude de l'économie donc à l'intérieur du pays, d'accord. Comme si ce pays-là, d'accord, il ne réalisait pas de transactions avec les pays externes. Bon, c'est juste de regarder justement, donc c'est une notion qui est très importante et intéressante en même temps. Pourquoi? Ça va nous permettre de savoir si le marché à l'intérieur du pays même, d'accord, à l'intérieur du pays même, OK, il est important ou pas. Bon, alors le PIB, d'accord, en règle générale, on le remplace par la lettre Y, donc est égal à C plus I plus G. Le C, donc c'est ce qu'on appelle donc la consommation. Le I, c'est l'investissement, d'accord, donc c'est l'investissement privé. Et le G, c'est les dépenses publiques. Voilà. Alors, un petit commentaire déjà sur ces trois variables. Donc, la consommation, bah, un pays gagne de l'argent grâce à la consommation. Pourquoi? Parce que quand les gens consomment, d'accord, ils payent ce qu'on appelle une taxe sur la valeur ajoutée, d'accord, plus communément appelée la TVA. Un instrument que l'on retrouve très souvent en comptabilité et qui est de l'ordre, en règle générale, de 20%. D'accord? Donc, le pays un pays, donc chaque fois qu'il y a un individu qui consomme, il gagne 20% sur la transaction. Donc c'est la raison pour laquelle donc la consommation fait partie donc du PIB. L'investissement privé, c'est le même principe. L'investissement privé, c'est lorsque justement les entreprises se décident donc d'engager une somme pour un projet. Et comment l'État peut gagner de l'argent à partir d'un projet privé? Bah, tout simplement, bah, avec ce projet-là, donc on va devoir payer des taxes, donc des impôts, qui vont directement aller dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est pour l'investissement privé. Et le G, donc c'est les dépenses publiques. Les dépenses publiques, bon, bah voilà, hein, c'est pas très compliqué. C'est quand l'État, elle, justement, donc, elle se décide donc elle-même d'investir dans des projets. Par exemple, bon, bah voilà, la construction d'un hôpital, la construction d'une école. Elle va devoir donc employer justement donc, des salariés. Ces salariés-là vont devoir, eux, à leur tour, donc payer des impôts et des taxes qui iront, encore une fois, directement dans les caisses de l'État. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une économie fermée. Bon, 90% des cas, d'accord, je dirais même, allez, 99,9% des cas, nous serons toujours dans une économie fermée. Bon, une économie ouverte, c'est quoi? Bon, bah, c'est juste de dire, bon, bah voilà, on étudie l'économie fermée plus les transactions qui sont faites à l'étranger. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, dans une économie donc, fermée, on reprend déjà le modèle de base. Donc, Y est égal à C plus I plus G, et on ajoute les importations, d'accord, et les exportations. Donc ça, ce sont les exportations, OK, et ça, ce sont les importations. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle justement donc le cas de éco ouverte. Alors, dans un sujet d'énoncé, bien sûr, il sera toujours précisé si on est en économie fermée ou en économie ouverte. Sinon, si ce n'est pas précisé, il faudra juste regarder quelles sont les variables qui sont proposées. Donc, il est bien évident que si on vous donne ces trois variables, donc c'est qu'on est en économie fermée. Si on vous rajoute ces variables-là, d'accord, ok, c'est que nous sommes en économie ouverte. Bon. Une fois qu'on a fait la distinction entre les deux types d'économies possibles, on va étudier donc les variables. Bon, la plus importante, et je pense que vous l'avez compris, donc c'est la variable consommation.
La variable consommation, donc c'est ce qu'on va appeler notre première partie, d'accord? Donc la partie A, la consommation. Donc, la consommation. Euh, alors, maintenant, d'accord, pour la consommation, c'est très simple. Vous allez voir que c'est une fonction, d'accord, qui va justement, d'accord, être détaillée par un grand économiste qu'on appelle Keynes et qui, aujourd'hui, donc en l'étudiant de façon plus intuitive, on va voir que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. La consommation, d'accord, qu'on note ça avec un grand C, d'accord, il a tout simplement expliqué que c'était donc petit c fois YD plus C0. On va commencer déjà par expliquer que représente le YD. Le YD, d'accord, c'est ce qu'on appelle le revenu disponible. Pourquoi disponible? D'accord, c'est parce qu'on est bien d'accord que un ménage, quand il gagne son revenu, d'accord, il ne gagne jamais la totalité de son revenu, car il est toujours diminué des taxes et des impôts auxquels il sera soumis. Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'accord, il existe trois types de revenus. Donc, le premier, donc, c'est le revenu disponible qui est égal au revenu total, d'accord, ou bien on dit sans impôt. Très bien. Il y a le deuxième type de revenu, donc YD, qu'on appelle Y moins T. On parle alors de revenus avec un impôt fixe. Alors, qu'est-ce qu'un impôt fixe? Bon, bah, il y a des États, hein, très simplement. Il y a des États, très simplement, parce que voilà, c'est plus facile à gérer, parce que c'est quand même un système, la fiscalité lourd à mettre en place, et surtout pour que cela soit fluide, d'accord, de mettre des dispositions qui vous permettent cette stabilité. Alors, certains pays, d'accord, quand ils voient qu'il y a très peu il y a une population qui est faible, d'accord, je pense par exemple aux Émirats arabes unis, à Dubaï, c'est des pays où la population n'est pas très élevée comparée à d'autres pays. Donc, on préfère mettre en place un impôt fixe pour assurer justement une pérennité des impôts. Donc, un impôt fixe, c'est quoi? C'est justement, peu importe votre revenu, d'accord? Tout le monde paye le même style d'impôt. On retrouve ce cas en France, par exemple, euh, vis-à-vis, par exemple, de la TVA. Quelqu'un qui consomme donc un même bien, peu importe son revenu, la TVA sera égale à 20%. Ou bien pour les contraventions, si demain quelqu'un est amené à frauder dans les transports en commun, eh ben, on ne lui demandera pas son niveau de revenu, il devra payer une, une contravention qui aurait été fixée donc par euh, l'État et qui sera identique pour tous les fraudeurs. 3, bah, c'est l'impôt qu'on connaît le plus souvent, donc c'est le revenu donc dit proportionnel. Dit proportionnel, pourquoi? Bah, c'est tout simplement ce qu'on a en France. D'accord? C'est un revenu avec impôt proportionnel, c'est-à-dire en fonction du niveau de ses impôts. Bon, quelqu'un qui gagne par exemple 2 000 € par mois sera assujetti à un impôt qui sera plus faible que celui qui gagne 10 000 € par exemple. Alors, une fois que l'on sait ça, voilà, proportionnel. Une fois que l'on sait ça, d'accord? Donc là, on revient à notre fonction de consommation qui est égale à C petit c de YD plus C0. Donc, une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir définir le petit c. Bon, le petit c, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est ce qu'on appelle la petite PMC, d'accord? Qui signifie littéralement la propension, d'accord? Faites bien attention, c'est propension, pas proportion, d'accord? Marginale à consommer. Bon, et ça, donc justement, ce concept-là, il a été inventé par Keynes. Mais bon, vous allez voir, hein, c'est pas non plus, c'est pas sorti d'un chapeau. Le petit c, en fait, il l'a défini comme étant un petit coefficient compris entre 0 et 1 et qui correspond tout simplement à la part du revenu, d'accord, à la part du revenu consacrée à la consommation. Donc, consacrée à la consommation. Voilà. Le C0, que représente le C0, d'accord? Que représente le C0?
Donc, c'est ce qu'on appelle justement donc la consommation incompressible. La consommation incompressible, c'est quoi? Bah, c'est très simple. C'est en fait une consommation qui est obligatoire et qui en fait est indépendante du revenu. On peut penser par exemple aux biens de première nécessité. Aux biens de première nécessité qui ne vont pas avoir d'influence sur l'évolution de notre revenu. Un exemple, si demain, ce que je vous souhaite à tous, vous avez un revenu qui croît constamment au fur et à mesure des années, de votre expérience, de vos projets, d'accord? Il y a des consommations, d'accord, qui ne vont pas évoluer, d'accord? Si j'ai l'habitude pour le bien-être de mon organisme de boire une bouteille d'eau, c'est pas parce que demain mon revenu a été multiplié par 2 que je vais multiplier par 2 ma consommation d'eau. D'accord? C'est une consommation qui est totalement indépendante de l'évolution de mon revenu. Et ça va être un concept qui va être très important parce que en fait, il y a tout un chapitre qui lui est dédié et il y a certains économistes qui n'ont pas été tout à fait d'accord en disant que bon, bah voilà, euh, il y a eu des critiques sur cette fonction de consommation qu'on appelle la fonction de consommation keynésienne, hein, parce que c'est le premier qui l'a définie sous la forme d'une fonction, c'est-à-dire petit c de YD, donc petit c de YD plus C0. En fait, les critiques, et bon, même les critiques, hein, je pense que à notre niveau, on aura pu les imaginer, c'est que en fait, on lui a reproché sur cette fonction de consommation de ne pas prendre en compte la qualité des produits, la qualité des produits parce elle raisonne plus en termes de quantité que de qualité, d'accord? Bon, et c'est vrai que la qualité, bon, on, on, on peut le remarquer très simplement. Quand on a tendance à avoir un revenu bah, qui augmente, on améliore la qualité de nos produits. Pas forcément la quantité, mais la qualité. Et donc, c'est ça qui lui a été reproché. Mais bon, mathématiquement, la qualité d'un produit ne peut pas se chiffrer, d'accord? Elle ne peut pas se quantifier. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle donc, elle n'a pas été mise en évidence dans la fonction de consommation keynésienne. Alors, une fois qu'on a vu la fonction de consommation, d'accord, une fois qu'on a vu la fonction de consommation, d'accord, on comprend aisément pourquoi elle fait partie justement du revenu. D'accord? Donc, euh, on a notre fonction donc, Y est égal à C. OK, donc là, on a étudié le C. Maintenant, on va étudier le I. Alors, la fonction d'investissement, en fait, si vous voulez, d'accord, pour moi, le plus important à votre niveau, d'accord, c'est pas de vous synthétiser le cours, parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on donne l'envie à un étudiant de vouloir aller plus loin, de vouloir s'entraîner, de vouloir faire des recherches. C'est surtout de vous expliquer en quoi c'est important dans la vie de tous les jours, l'investissement. L'investissement, c'est important. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que bah, à un moment donné de notre vie, d'accord, on a un objectif. Je pense que si on fait des études, c'est bien sûr pour augmenter son quotient intellectuel, c'est pour avoir des bagages quand on va arriver sur le marché, mais c'est aussi, on ne va pas se le cacher, pour avoir un niveau de confort de vie qui correspond à à la conception que l'on a d'un confort. C'est-à-dire que si on a envie d'avoir un certain train de vie, on va dire sympathique, entre guillemets, on comprend bien que le revenu doit être similaire à nos ambitions. Maintenant, d'accord, l'investissement, ça fait partie aussi donc de la richesse d'un individu. Pourquoi? Bah parce que parfois, pour augmenter son revenu, on est amené à investir dans des projets. On peut investir dans des actions, dans des obligations, dans des projets qui nous semblent intéressants, mais surtout rentables. Et pour cela, d'accord, pour cela, on va étudier quelques critères qui vont nous faire comprendre si c'est rentable ou pas. Mais il faut savoir que le critère le plus important, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Donc, la fonction d'investissement, d'accord, vous verrez, donc est définie donc principalement, enfin, on l'a même vu, c'était lors du TD4, qu'elle est définie principalement par rapport au taux d'intérêt. Elle est de cette forme-là, d'accord? Donc là, c'est par contre, il n'y a pas d'économie à proprement dédiée à cette fonction d'investissement, mais en fait, elle est de cette forme-là, A moins BR. Bon, dit avec des chiffres, c'est plus simple. C'est par exemple, on peut mettre 200, d'accord, moins 30 R.
Voilà. Comment on peut interpréter donc une fonction d'investissement? Bon, bah, une fonction d'investissement, c'est très simple, d'accord? On investit en fonction du petit R. Le petit R, d'accord, c'est l'outil le plus important, c'est l'outil le plus important pour une fonction d'investissement. En parallèle, c'est comme si, bah voilà, comme ça va vous permettre de encore de mieux appréhender ce concept-là. Si je veux aller en vacances, si je veux me détendre, si je veux me faire une destination, d'accord? Je prends cette destination parce que je me dis qu'elle va correspondre à mes attentes. D'accord? Un exemple, si voilà, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de m'éclater un peu, j'aurais plus tendance à choisir Ibiza que le Cameroun, par exemple. Bon, si maintenant je veux faire des visites, bah, voilà, pourquoi pas l'Italie, d'accord, plus que l'Espagne. Bon, et bah, pour l'investissement, c'est pareil. L'outil le plus important, ça sera le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est quoi? C'est en fait l'outil qui va vous permettre d'investir. C'est ce qui va vous Ça va être l'élément déclencheur de votre investissement. Mais celui-ci, il aura un impact aussi sur la décision finale. Comment? Bah, un taux d'intérêt, c'est en gros, on va vous dire, bon, bah, voilà, pour investir, ça va te coûter tant. Bon, si par exemple, d'accord, je vous dis, bon, bah, voilà, il y a un projet, A, d'accord, bon, à la fin, d'accord, à la fin du projet, d'accord, à la fin du projet, on gagne 800 €. Bon, si j'arrive comme ça en vous disant: «Bon, bah, voilà, à la fin du projet, on gagne 800 €». Dit comme ça peut être super intéressant. Bon, 800 €, ça tombe pas du ciel, d'accord? Qui ne rêverait pas de gagner 800 € en un claquement de doigts? Mais maintenant, si à côté de ça, je vous donne les conditions, je vous dis: «Bon, bah, par contre, pour gagner 800 €, l'investissement, il doit être de 500 000 €, d'accord? Et pour qu'on puisse te les prêter, c'est au taux de 5%». Bon, bah, là, très vite, on on est freiné dans notre élan. Pourquoi? Parce que pour gagner 800 €, il faudrait investir 500 000 € avec un taux de remboursement à 5%. Donc là, il y a tout un petit calcul à faire, d'accord? Mais vous comprenez bien que, on ne va pas prendre le risque de prendre un emprunt de 500 000 € pour gagner, entre guillemets, 800 €. Donc on est bien d'accord que l'investissement, même si au départ sur le papier, il paraît intéressant, il paraît bénéfique, il faut regarder quand même les conditions et les conditions sont souvent liées à l'investissement, mais surtout au taux de remboursement, d'accord? Le 5 que ici on appelle le taux d'intérêt et c'est la raison pour laquelle, d'accord, vous pouvez remarquer, bon ça c'est ce qu'on a vu en mathématiques, hein, qu'il y a une relation négative. Pourquoi? Parce que plus le taux d'intérêt, il est fort, d'accord? Plus on doit rembourser une somme conséquente, bah, moins on sera tenté d'investir, hein, d'accord? Donc moins on sera tenté d'investir et ça, d'accord, je vous invite vraiment, à lire des articles là-dessus parce que, vous savez, je pense que c'est comme ça qu'on réussit dans les études. Il faut pas se laisser aller par, simplement la partie, théorique, mais c'est surtout par la partie pratique. Bon, moi, je dis souvent à mes étudiants, par exemple, bon, chaque chose que tu apprécies, chaque chose que tu aimes faire, c'est pas parce qu'on te l'a présenté comme ça à l'oral, c'est parce que tu as eu l'expérience, tu as goûté une fois à cette expérience et c'est de là que tu as jugé que c'était bon pour toi, que c'était bon pour ton moral, d'accord? Et ben là, pour les cours, c'est exactement la même chose. Si on se limite simplement aux cours d'amphi ou aux cours qu'il y a dans les différents livres, et ben c'est là où on commence à être un peu, on va dire, lâché par la qualité du cours, qu'on commence à être pas trop intéressé. Alors que si on commence à regarder les choses en pratique, et ben là, on peut voir que ça peut devenir très vite très intéressant, mais surtout captivant dans le sens où ça va vous donner l'envie de vouloir travailler jusqu'au bout. Voilà. Alors là, on a vu la fonction d'investissement. Bon, et là, donc, il y a un dernier paramètre, d'accord? Il y a un dernier paramètre. Donc là, on a vu la fonction de consommation, l'investissement, G. Alors, G, bon, bah, c'est tout bête, hein. G, c'est les dépenses publiques, d'accord? C'est les dépenses publiques. Donc ça, en général, c'est une valeur numérique. Bon, c'est une valeur numérique. On aime bien prendre G est égal à 100 dans les exercices parce que ça facilite les calculs et parce qu'on est à la main, on est très à l'aise avec des calculs où il y a des centaines. D'accord? Parce que c'est des calculs que l'on maîtrise sans calculatrice, tout simplement. Bon, les dépenses publiques, bon, à part voilà, comprendre que c'est l'État qui prend de son budget, d'accord? Mais l'État, quand elle décide d'investir
par le biais d'une politique de dépenses publiques, elle se comporte comme une entreprise. Donc ça, il faut bien comprendre que quand l'État, par exemple, heu, quand l'État, elle décide de construire un hôpital, elle décide de construire, heu, une école, d'accord? Elle ne le fait pas par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'elle ne le fait pas pour la beauté du geste. Elle le fait parce que, bien sûr, maintenant vous êtes des adultes, c'est des choses que vous pouvez comprendre aisément. C'est parce qu'il y a toujours un intérêt. Si demain, voilà, je vous dis, bon, bah, voilà, tu as envie de t'installer dans une ville, mais il y a pas d'école, il y a pas d'hôpitaux, très vite, le ménage qui veut s'installer, il est un peu réticent et vous avez très peu de chances de constituer une ville avec une classe moyenne. Si maintenant à côté de ça, bah, dans une ville, tu installes une très bonne école, enfin de très bonnes écoles, un très bon hôpital réputé, très vite, tu vas attirer une clientèle qui est à la mesure donc de la qualité du service public qui est proposé. Donc voilà, il y a toujours un intérêt financier. Bon, maintenant, donc, on va étudier donc ce qu'on appelle le rôle de l'État. C'est pour moi le point le plus important, d'accord, de tous ces télés, parce que c'est justement sur ça que vous allez être, c'est sur ça justement que vous allez être évalué lors de l'interro, mais surtout lors du partiel, d'accord? Et vous allez voir qu'en prenant un peu le temps, d'accord, en prenant un peu le temps donc de regarder les différents types d'exercices, très honnêtement, c'est très, très, très facile. Moi, je sais qu'avec mes étudiants, d'accord, j'ai rarement vu, voire presque même jamais, aucun de mes étudiants repasser la macro. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on commence juste à s'intéresser, bah déjà, moi, je sais que souvent, je parle avec mes étudiants de politique économique et ça vous permet même d'être devant la télé, parce que c'est lourd quand même quand on est avec ses parents, on entend des politiciens ou même n'importe quel intervenant parler de politique économique, donc on est là à pas trop comprendre. Alors qu'à côté, on a la Sorbonne en train de préparer des cours de gestion. À un moment donné, voilà, on a passé ce cap. Maintenant, vous devenez des adultes. Vous êtes à la dernière étape avant de préparer votre vie professionnelle, votre foyer. Donc, maintenant, il faut changer, on va dire, entre guillemets, d'attitude, si je peux me permettre. C'est à vous de vous intéresser pour que les études, d'accord, deviennent justement un fardeau, justement deviennent votre force pour que vous puissiez justement développer votre capacité intellectuelle. Alors, maintenant, d'accord, donc dans les exercices, vous allez voir que c'est pas très compliqué. On va faire un exemple, d'accord, et je vais introduire la notion donc de multiplicateur keynésien. Donc un exemple, par exemple, si on a la fonction donc C qui était égale donc alors, je vais prendre un exemple connu, comme ça au moins on est sûr, d'avoir alors, mmh, alors voilà, mmh, mmh, ah excusez-moi, comme ça je prends vraiment une fonction, mmh, mmh, alors, cherche, mmh, mmh, mmh. Voilà. On peut noter par exemple la fonction de consommation donc suivante, donc 0,8 de Y plus 360. Voilà. La première question que l'on va vous poser, d'accord, avec I est égal à 50 et G est égal à 100, d'accord? Calculez le revenu. Bon, on va vous demander de calculer le revenu. Calculer le revenu. Bon.
c'est très simple, d'accord? Donc là, on part de notre égalité y est égal à c plus i plus g, d'accord? Y est égal le c. Bon, on va le remplacer par 0,8 y plus 360, d'accord? Le i, bah, plus 50, ok, j'ai juste à remplacer. Et le g, plus 100. Bon, après, c'est comme en mathématiques, hein, d'accord? Quand on passe ça de l'autre côté, ça nous fait quoi? Y moins 0,8 de y. 360 plus 50. Alors, le i, pour faciliter, on va même prendre 40. Excusez-moi, on va prendre 40. Donc, 360 plus 40, 400. 400 plus 100, 500. Très bien. Donc, ça nous fait 0,2 de y est égal à 500. D'accord? Et donc là, ça nous fait 500 sur 0,2. D'accord? Ce qui nous donne y est égal à 2500. Voilà, tout simplement. Après, on peut s'amuser même une fois qu'on a trouvé le revenu, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle justement donc, le revenu d'équilibre, d'accord? On peut bien sûr après facilement calculer la consommation d'équilibre. Une fois que j'ai le Y, d'accord, j'aurai juste à le remplacer ici. Et là, je vais pouvoir trouver mon C d'équilibre. D'accord? Bon, bon. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Alors, je vais peut-être vous laisser le temps de noter ça et peut-être répondre à des questions s'il y en a sur le forum. Alors, je vais voir s'il y a des questions sur le forum. Non. Parfait. Alors, maintenant, d'accord, on va faire les différents types de cas en macro où justement, donc, on peut avoir des petits pièges. Alors, les petits pièges, c'est quoi? Là, on peut, d'accord, on peut vous donner ce cas-là. C est égal à 0,8 Y plus 20, d'accord? OK. Et G est égal à 80. OK. Et on va vous demander calculer Y. Alors, juste une petite remarque, très souvent, d'accord, enfin même 99,9% des exercices, le but, c'est de toujours calculer Y. Alors, calculer Y, le revenu. Bon, moi, ce que je dis à mes étudiants, d'accord, c'est de toujours partir de l'égalité Y est égal à C plus I plus G. Bon, une fois que l'on a ça, d'accord, qu'est-ce que l'on fait? On remplace le C, d'accord, donc par 0,8 Y plus 20. Le I, d'accord, et c'est là où les étudiants sont un peu perturbés le jour de l'interro, d'accord. Le I, en fait, le I, s'il y a une variable qui n'est pas donnée, elle vaut 0, tout simplement. Il ne faut pas aller s'embêter à chercher midi 14 heures, d'accord. S'il y a une variable qui n'est pas donnée, elle vaut 0. Bon, on ne met pas 0, hein, on est bien d'accord, on vous a déjà appris pourquoi. Le G, il est donné, bon, bah, c'est 80, très bien. Et là, après, j'applique ma formule. Donc, Y moins 0,8 de Y est égal à 100. OK. Donc, celui-ci, ça nous fait 0,2 de Y sur 100, d'accord? Bon, Y est égal à 100 sur 0,2. Et ça nous donne un Y de 500. Enfin, je vérifie quand même, mais voilà, 500. Très bien. Et donc là, c'est mon revenu de 500. Bon, jusqu'à là, toujours pas de problème. Maintenant, on peut avoir un petit piège, d'accord? C'est exemple numéro 4. D'accord? C'est, imaginez-vous, on vous donne C est égal à 0,8 de YD plus 20, T est égal à 10, I est égal à 40, d'accord? Et G est égal à 60, d'accord? Calculer Y. Calculer Y. Bon, calculer Y, comment va-t-on s'y prendre? Bon, bah, on ne change pas, hein. C plus I plus G, d'accord? Ça nous donne 0,8 de YD plus 20, plus I, donc I qui vaut 40, plus 60. Mais là, il faut faire attention, parce que là, d'accord, on ne vous le dira pas dans l'énoncé, d'accord, parce qu'on considère que c'est à vous de connaître le cours. Mais bon, en même temps, hein, ce n'est pas très compliqué. Donc là, il faut faire attention, parce que là, on nous donne les impôts.
Et qu'est-ce que l'on a dit tout à l'heure, d'accord? Quand on a le cas avec les impôts, donc là, je réécris mon Y, le 0,8, d'accord? Et même si ça nous prend une ligne en plus, c'est pas grave, comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper, d'accord? Donc quand il y a les impôts fixes, OK, quand il y a les impôts fixes, on sait que le YD, il devient Y moins T. Bon, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va mettre Y moins T, d'accord? Et après, je continue tranquillement ma formule. Donc, plus 20 plus 40, donc plus 120, d'accord? Ça fait Y est égal à 0,8, entre parenthèses, Y moins le T qui vaut combien? Qui vaut 10, d'accord? Plus 120, OK? Bon, on m'a toujours appris à développer, donc c'est pas compliqué, 0,8 de Y. 0,8 fois ça, donc ça nous fait 8, mais comme il y a un moins devant, d'accord? Moins 8, plus le 120. Et là, après, je suis redevenu à un cas normal. Y moins 0,8 de Y est égal à 112, OK, est égal à 112. Et donc là, ça nous fait 0,2 de Y est égal à 112. Alors, ensuite, ça nous fait 112 divisé par 0,2, et ça nous donne, ça nous donne combien? 112 divisé par 0,2, ça nous donne un Y de 560. Et là, on a fini. Voilà. Ça, c'est le petit piège. Alors après, il y a encore... Alors déjà, est-ce que sur ce piège, il y a des questions, s'il vous plaît? Alors, je vais regarder. Juan Carlos. Oui, 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 Juan Carlos. Même si j'en ai pas parlé, c'est exactement ça, ouais. Alors, OK. Alors, maintenant, alors, il y a encore un autre exemple, d'accord? C'est quoi? C'est si on vous dit, bon, bah voilà, le C, il est égal à 0,8, toujours de YD plus 50. Petit t, il est égal à 0,1, d'accord? Grand I, il est égal à 30 et grand G, il est égal à 60, d'accord? Bon, alors, calculez toujours Y, OK? Alors, calculer Y, donc ici, comment on va s'y prendre? Comme d'habitude, Y est égal à C plus I plus G, d'accord? Bon, Y, il est égal donc à 0,8 de YD plus 50, plus le I qui vaut 30 et le G qui vaut 60, donc 30 plus 60, et là, je m'arrête. Je sais qu'il y a YD, donc je fais juste bien attention. Est-ce qu'on me donne un grand T? Non. Est-ce qu'on me donne un petit T? Oui. Pourquoi je me pose la question, est-ce qu'on me donne un grand T et un petit T? Parce que je sais que en fonction, donc, du grand T ou du petit t, le YD, il est modifié. Donc là, comme on me donne le petit t, d'accord, qu'est-ce que je vais noter? À la place de YD, je vais noter Y moins TY, tout simplement. Alors, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, là, ça fait 0,8, d'accord? YD, c'est égal à quoi? Donc, on a dit Y moins TY. Bon, il n'y a rien de compliqué. 50 plus 30 plus 60, ça nous fait 110 plus, donc ça nous fait 140. Très bien. Et après, bah, j'ai juste à remplacer le petit t. Le petit t, il est égal à 0,1. Bon, OK, plus 140. Ensuite, 0,8. Alors là, bah là, il y a un petit calcul quand même. Bon, qui n'est pas méchant, hein. Y moins 0,1 de Y. Bon, bah, ça nous fait quoi? Ça nous fait 0,9 de Y. Bon, plus 140. Après, ça, je sais le développer. Ça me fait quoi? Ça me fait Y est égal à 0,72 de Y plus 140. Bon, et après, comme d'habitude, j'ai juste à le passer de l'autre côté. Ça fait Y moins 0,72 de Y est égal à 140. D'accord? Donc, ça nous fait 0,28 de Y est égal à 140. Et comme d'habitude, Y est égal à 140 sur 0,28. Ce qui nous fait un Y de 140 divisé par 0,28, 500. Et voilà. Et là, je sais calculer tous les styles de revenus. Tous les types de revenus, je sais les calculer maintenant. Alors, déjà jusque-là, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui. Alors, oui. J'ai pas trop compris la différence avec le T et le petit, enfin le grand T et le petit T. Alors,
Ton prénom? Excuse-moi? L'avenir. OK. Alors, le grand T, d'accord, c'est un impôt fixe. C'est un impôt fixe, c'est comme les contraventions. Tu es d'accord que si, par exemple, bon, bah, voilà, tu te fais, si tu fraudes le métro, tu es d'accord que tu auras la même contravention que quelqu'un, qui a un salaire, parce que tu es étudiante, hein, qui a un salaire ou qui n'a pas de salaire, tout le monde a la même contravention. Les contraventions ne sont pas définies en fonction du revenu, tu es d'accord? Oui. Et le petit t, c'est l'inverse. C'est justement, tu imposé en fonction de ton revenu, de ton niveau de vie. Tu comprends bien que quelqu'un qui gagne 50 000 € par mois ne paiera pas le même montant d'impôt que quelqu'un qui gagne 1 000 €. Oui. D'accord? Et au niveau du calcul, c'est pas compliqué, hein. Quand c'est un petit t, bon, bah, il y aura juste un petit calcul à faire dans la parenthèse, mais qui n'est pas méchant. Par exemple, celui-ci, y-0,1 de y, 0,9 de y. Et quand il y a un grand T, c'est encore plus simple parce que tu as juste à remplacer par sa valeur et ensuite tu développes. Et- Est-ce que est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, merci. Bon, bah, c'est magnifique. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, bah, écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, maintenant, d'accord, donc c'est là où je vais introduire donc la notion donc, dont je vous parlais il y a de cela 5 minutes. Alors, ça serait peut-être bien que je retrouve je crois que c'était dans le TD5 où on vous en parlait. Mmh, 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 mmh. Bon, de toute façon, sinon on peut le faire comme ça, hein. Comme ça, au moins, ça vous fera un sujet en plus. Alors, la notion de multiplicateur. Alors, la notion de multiplicateur, c'est quoi? Mais vous allez voir, en fait, je sais que pour la plupart, sinon on ne serait pas là ce soir, pour la plupart, d'accord, le multiplicateur, c'est quelque chose qui n'est pas très signifiant pour vous. Mais vous allez voir que quand on regarde ça de façon précise, il y a vraiment, mais vraiment rien de compliqué. En fait, si vous voulez, moi je pense que ça fait 11 ans que je donne des cours. Je ne connais, sans être prétentieux, aucune matière qui est vraiment compliquée. Et je le vois comment? Bah, tout simplement par les résultats de mes étudiants, mais c'est surtout aussi, bah, quand je l'explique, j'ai jamais eu de retour négatif ou de gens qui me disent: «Ah bah non, en fait, c'est vraiment compliqué, j'y arrive pas». Bon, on va quand même prendre le temps, hein, bien sûr, de l'expliquer. Alors, le multiplicateur, pour l'instant, c'est quoi? Bon, un multiplicateur, d'accord, je vais vous expliquer. Un multiplicateur. Alors, on va prendre une fonction de consommation. Voilà. On va reprendre, on va prendre, voilà, le plus court, c'était lequel? C'était celui-ci. D'accord? On va reprendre ce cas-là. OK. Vous êtes d'accord que G est égal à 80. D'accord? On observe bien la valeur de G est égale à 80. Donc, G est égal à 80. J'ai trouvé un Y de combien à la fin? J'ai trouvé un Y de 500. D'accord? Bien sûr, avec cette fonction de consommation, hein. Bon, je vais reprendre la même fonction de consommation. OK. Donc, je reprends la même fonction. C'était 0,8 de Y plus 360, hein. C'était bien ça. Non, plus 20, excusez-moi. Voilà. Donc, je reprends la même fonction de consommation, d'accord? Plus 20, mais par contre, cette fois-ci, d'accord, vous allez voir que je vais modifier la valeur de G, d'accord? Je vais prendre un G de 100, d'accord? Donc, au passage, il a augmenté de plus 20. Bon, vous allez voir, intuitivement, d'accord, vous êtes d'accord que qu'est-ce qui va se passer? Bah, vu qu'on veut calculer le Y, d'accord? On n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que vu que le Y, c'est C plus I plus G, bon, bah, si G, tu l'augmentes, forcément, Y, tu vas l'augmenter. Mais bon, ça, c'est pas complet. Parce que nous, en économie, on aime bien avoir des valeurs précises, numériques. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, pas compliqué. Rebolote. Je refais le calcul. OK, c'est parti. Y, le C, c'est 0,8 de Y plus 20. D'accord? Le I, bon, ben, on l'a toujours pas, c'est pas grave, hein. Mais le G, par contre, je vais mettre 100. D'accord? Et je vais mettre une petite astérix. OK, je repasse à l'autre côté. Donc, ça fait Y moins 0,8 de Y est égal à 120, du coup, maintenant. D'accord? Donc là, ça nous fait 120. OK, 0,2 de Y est égal à 120. Y est égal à 120
divisé par 0,2 et ça nous fait y est égal à, donc si on fait 120 est égal, et on trouve un y de 600. Bon, alors tout à l'heure, on avait trouvé un y de combien? On avait trouvé alors rappelez-vous, c'était ce cas-là, d'accord? On avait trouvé un y de 500. Bon, donc déjà, bingo, on ne s'est pas trompé, hein, on ne s'est pas trompé. On a bien respecté la règle. On a trouvé précédemment un y de 500 et là, on trouve un y qui est augmenté. D'accord? Il a bien augmenté. Ce qu'on avait remarqué directement dès la première étape. Mais en fait, si vous voulez, en économie, et parce qu'on considère que vous avez le niveau, on peut aller beaucoup plus vite, d'accord? Au final, c'est pas grave, on pourrait le faire comme ça, et fin de l'histoire. Mais après, ce serait dommage de ne pas vous montrer une technique pour aller encore plus rapide. La technique, c'est quoi? C'est de respecter, d'accord? C'est de rester avec les expressions littérales. Bon, quand on dit ça, ça fait un petit peu peur. Et en fait, on est moins à l'aise avec. Pourquoi? Parce c'est beaucoup plus facile de travailler avec des chiffres qu'avec des lettres. Mais vous allez voir, si on prend le temps, bon, bah, rien de compliqué. Alors, regardez, on va regarder ça ensemble, d'accord? Donc, si je fais ça avec des lettres, on a Y qui est égal à C plus I plus G. D'accord? Bon. Maintenant, d'accord, je reste juste avec les lettres. Le C, je sais c'est quoi? C'est petit c de Y, D plus C0 plus un I plus un G. OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Le YD. Je vais savoir est-ce que je vais le remplacer par un Y ou bien un Y moins T ou bien un Y moins TY. Alors là, ici, vu qu'on est dans ce cas-là, d'accord, je sais que j'ai pas de grand T, ça je l'ai pas, le petit T, je l'ai pas. Bon bah, si j'ai pas lui, forcément, bingo, c'est lui. Bon, alors je fais Y est égal à C de Y plus C0. Le I, je sais que je l'ai pas. Donc le I, je l'ai pas. Donc je vais le laisser tel quel, d'accord? Le I, je l'ai pas. Donc j'ai pas besoin de le renoter, d'accord? Bon, enfin, si vous voulez, allez, on va le renoter parce que parfois on vous le donne. Alors, voilà, et je note mon G. OK, c'est parti. Maintenant, je sais que je veux calculer mon Y. Bon, bah, c'est pas grave, je vais repérer où est le Y, il est ici. Je le passe de l'autre côté. Allez, moi, c'est Y, c'est 0 plus I plus G. C'est parti. Le Y, je peux le factoriser, ça. Rien de compliqué. C'est 1 moins C. Alors, souvent, on me pose la question du 1. Bah, c'est normal, le pauvre Y, il faut bien le retrouver. Et pour le retrouver, on met un petit 1. Si je fais Y fois 1, je retrouve bien ce Y. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, le moins C, bah, il est là. OK. C0 plus I plus G. OK. Le Y, il va donc être égal à C0 plus I plus G sur 1 moins C. Alors, là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, et vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, d'accord? Bon. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, mais par contre, la récompense est super belle. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah, en même temps, si quelque chose est compliqué, c'est parce qu'à la fin aussi, le résultat est énorme, d'accord? Si on souffre au départ, bah, à la fin, en général, on a une récompense qui est très belle. Bon, et bien là, vous allez voir, grâce à ça, d'accord? Grâce à ça, je je peux, d'accord, calculer n'importe quel Y. Alors là, vous allez commencer à me dire, mais pourquoi il parle de n'importe quel Y? Bah, vous êtes d'accord que, vous êtes d'accord que, donc là, ça, on peut l'effacer. Là, j'ai imposé une fonction de consommation, d'accord? J'ai imposé une fonction de consommation du style 0,8y plus 20 avec un i qui est égal à 0 et un g qui au départ était égal à 80. Bon, mais vous êtes d'accord que pour calculer le y, d'accord, j'ai dû faire toutes ces étapes. OK, j'ai dû faire toutes ces étapes ici. 1, 2, 3, 4. Et j'ai trouvé un y, mais qui correspond et qui est associé exactement à ces données-là. D'accord? Il suffit juste que je change, d'accord? Il suffit juste que je change une seule des deux, d'accord? Par exemple, comme le G, d'accord? Que j'ai changé tout à l'heure en posant non plus 80, mais 100, d'accord? Mais 100 pour avoir un nouveau Y. Mais par contre, j'ai dû tout recalculer. Alors maintenant, d'accord? Alors maintenant, grâce à l'expression littérale, on peut, on peut
tout me donner. On peut me faire varier n'importe quel paramètre, d'accord? N'importe quel paramètre, on s'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on peut retrouver n'importe quel Y et on n'a plus à s'embêter à refaire tous les calculs parce que justement, on a changé une valeur. D'accord? Parce que justement, on a changé une valeur. Alors, si là, je modifie le C, d'accord, avec la formule numérique, je suis obligé de faire toutes ces étapes. Si on modifie le G, toujours ces étapes. Mais si j'ai la formule littérale, d'accord, j'aurais juste à remplacer par les nouvelles valeurs. D'accord? Si par exemple, on me dit C est égal à 0,8 de Y plus 20, OK, je remplace, d'accord, avec I est égal à 10, G est égal à 50, allez, je remplace. Si dans le deuxième cas, on me dit 0,5 de Y plus 50, OK, I est égal à 40, G est égal à 80, j'ai même plus besoin de tout refaire, je reviens ici, d'accord, et je remplace. Directement, j'ai les Y, d'accord? Donc, l'expression littérale, d'accord, c'est ce que je dis à tous mes étudiants. Moi, tous mes étudiants, la plupart, d'accord, ils cartonnent le partiel parce que en fait, je me tue avec eux à leur expliquer, d'accord, on s'entraîne, on en fait des tonnes et des tonnes d'exercices sur la forme littérale. Et en soi, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, d'accord? Bon, on s'entraîne, donc on répète plusieurs fois cette forme littérale, et là, vous allez voir que grâce à la forme littérale, d'accord, on peut modifier n'importe quelle lettre et c'est fini. Et il y a aussi un double avantage. Je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, le schéma classique, d'accord, le schéma classique, c'est quoi? C'est en fait, c'est pas le C qu'on modifie. Bon, c'est pas le C qu'on modifie. C'est pas le I qu'on modifie, c'est le G. D'accord? C'est le G. Parce que, enfin, moi j'aime bien l'expliquer parce que même si on vous l'explique pas en cours, ça va vous permettre encore de mieux comprendre de mieux comprendre les notions du cours. Et j'ai envie que vous soyez passionné par ça, parce que je vous assure, d'accord, à titre personnel, moi, je sais que la macroéconomie, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mes projets, dans la vie de tous les jours, tout simplement. Le plus facile, vous êtes d'accord, C, I et G. Pour un état, quelle est la variable la plus facile? Bah, c'est comme vous. Quelle est la chose la plus facile, d'accord, à modifier? Bah, c'est ce qui dépend de vous, d'accord? Si demain, vous n'avez pas envie d'aller, de ne pas prendre le métro, d'accord, et de prendre un Uber pour aller à la fac, bah, c'est votre choix personnel, c'est pas quelqu'un qui vous l'a imposé. Et bah, pour un État, c'est pareil. Ils peuvent pas changer les habitudes de consommation, enfin, ils peuvent influencer, mais ils auront plus de mal à modifier la consommation des ménages, l'investissement du privé, d'accord, qui ne dépend pas eux, mais par contre, ils peuvent plus facilement modifier le G, parce que le G, c'est eux, c'est leur plan, c'est leur stratégie, d'accord? Donc ça, c'est une variable sur laquelle ils peuvent agir directement. Donc, ils peuvent modifier facilement le G. Et en général, dans les exercices, c'est ça. C'est que on garde, d'accord, on garde le C, on garde le I, mais on fait modifier le G. Alors, cette formule, elle a la classe. Elle est classe. Pourquoi? Parce que si vous voulez, d'accord, il y en a, ils sont un peu feignants, hein, ils vont vous dire, ouais, bon, ben voilà, je vais reprendre encore ça. Bon, je vais juste modifier le G. Bon, c'est vrai que c'est moins relou que de refaire tout le calcul, mais bon, voilà, quoi. Il faut quand même que je repasse par cette formule-là et que je modifie juste une petite lettre. Tout ça pour une lettre, quoi, en gros. Bon. Et ben en fait, il y a ce qu'on appelle un multiplicateur. Et un multiplicateur, alors moi, je dis à mes étudiants, en fait, pourquoi on va se prendre la tête? En 10 secondes, on peut l'expliquer. Un multiplicateur, c'est quoi? Tu mets delta Y et tu mets un delta. Point final. Maintenant, tu regardes la lettre qu'on fait modifier. D'accord? Bon. Moi, ça, c'est moi qui vous le dis. 100% des cas, c'est toujours le G. Donc là, on mettra un G. OK. Et là, tu vas dans le Y, d'accord, littéral. Tu vas dans le Y littéral et tu repères le G. Le G, il est où? Il est ici. Là, malheureusement, je peux rien pour vous si vous ne connaissez pas les lettres de l'alphabet. Donc, ça, c'est le G. Devant le G, d'accord, qu'est-ce que l'on a? On n'a rien du tout, vous êtes d'accord? OK, donc en haut, on n'a rien du tout et en dessous, on a un moins C. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Donc, la réponse à ça, le multiplicateur, eh ben, on met une barre comme cette barre-là, là, d'accord? En dessous, on remet ça, un moins C. Et comme on étudie G, on met ce qu'il y a devant le G. Or, on a dit que devant le G, il y avait rien du tout. Donc, on ne met pas un 0, mais on met un 1. Parce que quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un 1, quoi. On peut mettre un 1 fois G, ça ne changerait pas. Bon, donc là, on met un 1. Un autre exemple, imaginez-vous par exemple qu'on vous dit, bon bah voilà, finalement c'est le C0, ça peut arriver, hein, bah, pourquoi pas.
on met un C0, d'accord? Bon, je mets une petite barre, parce qu'elle est toujours là, ma petite barre. En dessous du C0, il y a quoi? Bah, il y a un moins C. Et devant le C0, il n'y a rien du tout. Et là, je mets un 1. Bon, maintenant, à quoi ça sert? C'est ça qui va être important. C'est ça qui va être important. Parce qu'on a inventé ce multiplicateur et c'est Keynes qui l'a inventé. Bah, en fait, vous êtes d'accord que du coup, maintenant, delta Y sur delta G, d'accord, sur donc, on a dit que ça faisait 1 sur 1 moins c. Mais le petit c, d'accord, on est d'accord que c'est la variable qui a devant le y dans la fonction de consommation. Bon, regardez. Donc là, ça va nous faire quoi? 1 sur 1 moins 0,8, d'accord? Et là, on va trouver 5. Bon, j'ai juste remplacé par la valeur numérique. Et en fait, vous allez voir que c'est un kiff parce que là, je sais que delta y sur delta g, il est égal à 5. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, grâce à ça, enfin, au départ, grâce à l'expression littérale, d'accord, on a pu définir ce multiplicateur. Et ce multiplicateur, il te dit, bah, comme on sait que c'est le G qu'on modifie, comme on sait que c'est le G qu'on a l'habitude de transformer sa valeur, et bah, t'embête pas, c'est 5. Ça veut dire quoi? Bah, regardez, vous êtes d'accord qu'au départ, donc au départ, j'avais, alors excusez-moi pour vos yeux, donc au départ, j'avais G qui est égal à 80 et j'ai trouvé Y est égal à 500. OK, donc donc, au départ j'avais, alors on va l'entourer, donc au départ, j'avais G qui est égal à 80 et j'ai trouvé Y est égal à 500. Et quand quand je l'ai modifié en 100, en refaisant tout le calcul, d'accord, il est ici, j'ai trouvé 600. Bon, OK. Et ben vous allez voir que donc le nouveau Y il est égal à 600. Donc, je le répète, on a deux façons de retrouver très facilement le 600. Soit je reviens ici, d'accord, et je remplace tout le C0, le I par les mêmes valeurs, sauf que le G, au lieu de mettre 80, bah, je mets un 100, d'accord? Ou bien, eh ben, je vais utiliser mon multiplicateur, qui est égal à 5. Un multiplicateur qui est égal à 5, c'est quoi? Bah, j'ai delta Y sur delta G, on a dit qu'il était égal à 5. Bon, maintenant, quand on regarde ça, d'accord, qu'est-ce qu'on a modifié? Vous êtes d'accord que c'est pas lui, en fait, il y a toujours un des deux qu'on modifie. Bon, 90% des cas, on a dit que c'était le G. Là, le G, on l'a modifié. Et alors, regardez comment ça va être très sympa. Le G, on l'a modifié, d'accord? Donc, le delta Y, on ne l'a pas touché. Et le G, on l'a modifié, on l'a fait varier de combien? Bon, là, je vous apprends rien. Si tu passes de 80 à 100, bon, bah, tu as augmenté de 20. On a toujours mon signe égal, d'accord? On a toujours le 5, très bien. Et donc là, on peut dire que delta Y, bon, enfin, le fameux produit en croix, 5 fois 20, donc 5 fois 20, ça fait 100. OK. Et maintenant, je vais interpréter ce résultat. Et bien là, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que la Y, d'accord? Y, la variation de Y, quand tu fais varier G de 20, d'accord? Elle sera égale finalement à la variation de Y à 100. C'est-à-dire que Y il va augmenter de 100. Et bien, qu'est-ce que je vais dire? Comme mon Y au départ, il était égal à 500, et bien là, il va varier de 100. Ben, j'ai juste à lui rajouter 100 et je retrouve bien mon 600. Et là, c'est fini, tout simplement. Voilà comment un multiplicateur, il peut être super efficace. Voilà comment un multiplicateur, grâce bien sûr au départ à l'expression littérale, grâce à l'expression littérale, comment on peut très vite éteindre l'exercice. C'est-à-dire qu'on peut nous poser n'importe quelle modification, on peut retrouver tous les résultats. Maintenant, comme c'est important, euh, et comme c'est une super bonne technique, bien sûr, on ne sera pas là le jour du partiel, enfin, sauf si le sujet est très simple, hein, à vous dire, donnez l'expression littérale du revenu. Mais ce que je dis à mes étudiants, c'est toujours la première chose à faire. Même si on vous les donne de la façon numérique, c'est pas grave, on s'est entraîné, on sait faire, on fait l'expression littérale, et comme ça, il n'y a plus de problème. Alors on me dit oui, mais parfois il y a le cas avec les impôts fixes ou proportionnels. Bah, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Là, regardez, j'ai fait le cas sans impôt. Bah, on va le faire, le cas littéral avec impôt fixe. Allez, je prends impôt fixe. Bon, si c'est les impôts fixes en littéral, ça va faire quoi? C plus I plus G. Bon,
Le C, ça va faire quoi? CYD plus C0 plus I plus G, même, et j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, c'est ça le piège. Même si on vous donne le numérique, ne vous embêtez pas à faire dès le départ le numérique. Si tu ne veux pas éviter à refaire 10 fois le même calcul, d'accord, passe directement. Souffre une fois au lieu de 10. Et comme ça, tu vas gagner 10 fois plus de temps. Et vous avez bien vu que le temps, c'est ce qui vous tue dans les examens. Là, vous avez l'opportunité d'économiser 10 fois votre temps. Alors, donc, on va le faire avec les impôts fixes. Bon, les impôts fixes, on sait que le YD, bon, bah voilà, il a Y moins T. OK, c'est parti. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a Y est égal à Y moins T plus C0 plus I plus G. Donc, on développe, ça fait CY moins CT plus C0 moins, pas compliqué, hein. Bon, alors là, ils me disent, bah, moi, je ne veux pas me prendre la tête, je la prends par cœur. Oui, enfin, tu peux le faire. Mais bon, c'est toujours mieux de savoir, c'est plus sympa si tu sais le retrouver, au moins, ça t'entraîne. Bon, mais après, voilà, si tu veux l'apprendre par cœur, oui. Donc ça, c'est le cas avec impôt fixe. Celui-ci, c'est le cas sans impôt. Et après, il y a le cas impôt proportionnel. Bon, alors, donc maintenant, on passe le C de l'autre côté, hein, comme d'hab, moins CY. Là, il va nous rester moins CT plus C0 plus I plus G. D'accord? Donc, je factorise 1 moins C moins CT plus C0 plus I plus G. Y est égal à moins CT plus C0 plus I plus G, d'accord? Et du coup, divisé par 1 moins C. OK, voilà. Alors après, si je le laisse comme ça, pas grave, c'est magnifique. Là, je peux remplacer par n'importe quelle valeur. Même si on m'a donné les valeurs numériques, comme ici, par exemple, d'accord? Bah, regardez, c'était où? C'était ici qu'on avait fait le cas avec impôt fixe, d'accord? Si je reprends ces valeurs-là, d'accord? Si je reprends ces valeurs-là, toutes ces valeurs avec le T, le I, le G, et on a trouvé tout à l'heure 560, bah, si je le remplace ici, vous pourrez le faire à la maison, vous verrez qu'on va retrouver 560. Et là, justement, eh ben, comme je sais qu'on me fait modifier souvent le G, OK, eh ben, je vais avoir mon multiplicateur, delta Y sur delta G. Bah là, juste devant le G, il y a quoi? Bah, il n'y a rien, je mets toujours un 1, il y a ma barre, 1 moins C. Comme ça, si on modifie juste le G, bah, j'aurai deux choix. Soit je recalcule tout avec la nouvelle valeur de G, ou bien j'utilise le multiplicateur, comme je vous ai expliqué. Bon, mais par contre, voilà, il est très important, et ça c'est très sympa, d'accord? C'est très sympa. C'est quand il y a les impôts, ils aiment bien donner ce cas-là parce que celui-ci, le T, eh ben, les impôts, ça dépend aussi de l'État. Et comme ça dépend de l'État, on peut la modifier très facilement, sa valeur. Alors on va vous demander justement donc de calculer son multiplicateur. Bon, bah, son multiplicateur, c'est quoi? Bah, c'est très simple. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Bah, je mets toujours delta Y, en dessous, je mets un delta, et là, on parle des impôts. Bon, bah, je mets un T, pas de souci. OK. Par contre, devant le T, il y a quoi? Ah, là, par contre, il n'y a pas un 1, il y a un moins C. C'est pas grave, je mets un moins C. Il y a une division, et en dessous, il y a un moins C. Et là, c'est fini. Et donc là, imaginez-vous, voilà, là, je le calcule. D'accord? Je le calcule avec les mêmes valeurs que tout à l'heure, où C était égal à 0,8 de Y plus, c'était plus combien? C'était plus 20. OK, plus 20. Bon, celui-là, on a vu que ça faisait 5. OK. Et celui-ci, d'accord, quand on calcule, bah, ça va faire quoi? Moins 0,8 sur 1 moins 0,8, et on va trouver moins 4. Et je vais vous donner une technique, d'accord? Quand tu additionnes les deux, ceux-là, d'accord? Quand tu additionnes celui-ci et celui-ci, ça doit toujours donner 1. Bah là, si j'ai 5, pour que ça me donne 1, il me faut 1 moins 4. Parce qu'on est bien d'accord que 5 moins 4, ça fait 1. Comment on peut l'interpréter celui-ci? Bah regardez, comment on peut l'interpréter? Donc, si on a delta Y sur delta T, d'accord, qui est égal à moins 4, on va prendre ce cas-là. On va prendre ce cas-là. D'accord? Bon. Si le T, d'accord, maintenant, mon nouveau T, il est égal à 15. Bah, vous êtes d'accord que si mon nouveau T, il est égal à 15, d'accord? Si mon nouveau T, il est égal à 15, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, alors on va peut-être le faire directement ici, d'accord? Donc là, j'aurai plus 10, mais 15. Là, j'aurai toujours ça fois ça, ça fois ça.
Donc là, j'aurai toujours 0,8y. Là, par contre, j'aurai 0,8 fois 15. Ça nous fait combien 0,8 fois 15? Ça nous fait 12. Donc là, j'aurai plus 8, mais 12. OK. Donc, rappelez-vous qu'au départ, on avait trouvé 560. Hein. OK. Donc là, j'aurai 12. Donc après, le 0,8, il y a passé, moins 0,8, ça ne change pas. Par contre, moins 12 plus 20, plus 120, bah là, maintenant, ça va nous faire pas 112, mais 108. OK. Donc là, je vais avoir 108. Là, je vais avoir 108. Et mon nouveau y, qui va être égal à 108 divisé par 0,2, ce qui nous fait 540. Bon, vous êtes d'accord qu'on est passé de 560 à 540, d'accord? Donc, on a diminué de 20. Bon, mais vous êtes d'accord que le jour du partiel, je ne pourrais pas reprendre mon résultat et effacer comme je viens de faire, d'accord? Il faudra refaire tout le calcul. Bingo, si on connaît l'expression littérale, si tu connais ton expression littérale, bon, bah là, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, là, on sait que delta Y sur delta T, grâce à l'expression littérale, il est égal à, qu'on a fait ici, il est égal à moins 4. Bon, bah, on va voir que c'est pas très facile. C'est très facile. Donc, ça nous fait delta Y sur bah, le T, il est passé de combien à combien? Excusez-moi hein, pour vos yeux. Alors, le T, il passe de 10 à 15. Donc, il a varié de 5. OK. Donc, il a varié de 5. Donc là, on va mettre 5. Et ça, c'est égal à moins 4. Bon, je fais mon produit en croix. Delta Y est égal à moins 4 fois 5. Ça fait moins 20. Donc, delta Y est égal à moins 20. Très bien. Quand c'est négatif, ça veut dire que ça diminue. Bon. Donc, au départ, il était égal à combien? Au départ, il était égal à combien? À 560. Si je le diminue, si je le diminue de 20, ça me fait 540. Et c'est bien la valeur que j'ai retrouvée ici. Et au moins, ça nous a évité tous les calculs. Voilà pourquoi les multiplicateurs, c'est important. Donc, pour conclure, en macroéconomie, la chose la plus importante, c'est ça. C'est les multiplicateurs, c'est de calculer le Y. Mais faites bien attention, faites bien attention. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de partiels où c'était que des calculs de multiplicateurs et recalculer de nouvelles valeurs. Ça prend au moins 50% des points sur un exercice sur 14 points en général le jour du partiel. Donc, il y a au moins 7 points sur ça. Bon, il y a au moins 7 points sur ça, d'accord? C'est vraiment très facile de les obtenir en une dizaine de minutes. Mais ça sera encore plus facile si vous êtes convaincu. Et pour être convaincu, justement, donc, il faut bien retravailler ces TD. Il faut bien retravailler ces TD, mais surtout être persuadé que c'est vraiment pas compliqué. Et la preuve en est, vous verrez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui repassent la macroéconomie, mais parce qu'il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait un sursaut, et il faut que surtout, justement, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment avec les cours en ligne, c'est pas facile, même si au départ on imaginait, hein, on se disait, bon ben voilà, les contrôles, les interros, moi je le vois avec mes étudiants, même en deuxième année, en troisième année, bon bah comme c'est en ligne, on va pouvoir très simplement faire appel à d'autres personnes ou même tricher. Mais vous voyez que le niveau, il est tellement plus élevé. En fait, c'est des réponses qui se ressemblent ou bien il n'y a pas assez de temps. C'est surtout ça, il n'y a pas assez de temps. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de notions de cours. Donc, le partiel, je pense qu'il sera en présentiel par rapport à mon expérience. Je pense qu'il sera en présentiel parce qu'il y a déjà eu ce genre de type de problème avec les gilets jaunes, les grèves, tout ce que l'on veut, d'accord? Ils s'arrangent toujours à la Sorbonne en règle générale, surtout quand vous êtes en première année, vous connaissez, c'est pas trop comment ça se passe pour les partiels, mais ils s'arrangent toujours pour que ça soit en présentiel parce que c'est comme ça que on reconnaît la valeur d'un étudiant parce qu'on sait très bien qu'en ligne, bon bah voilà, même qu'ils les réussissent ou pas, bon, il y a toujours ce facteur incertain que l'on ne maîtrise pas, qui est lié bah, justement à peut-être l'aide extérieure ou bien la faute du temps. Donc justement, ils s'arrangent toujours. Par exemple, je vous donne un exemple, l'année dernière, moi, ça fait 11 ans que je fais ça, il n'y a jamais eu les partiels au mois de janvier. Comme l'année dernière, il y avait eu la grève des Gilets jaunes, et ben, on aurait pu penser que tout le monde pensait qu'ils allaient être en ligne. Moi, j'avais prévenu qu'ils seraient en présentiel. Et ben, ils ont tout décalé de 2 mois, d'accord? Tout a été décalé. En plein milieu du deuxième semestre ont eu lieu les partiels de première année. Donc, voilà, moi, je pense qu'ils s'arrangeront. Je suis presque même sûr à 99,9% qu'ils s'arrangeront pour les faire en présentiel. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que vous voyez bien que quand on prend le temps, quand on vous donne l'envie, justement, la joie par rapport à ce cours que je viens de vous donner, la plupart, je ne vous connais pas, mais il y a eu très peu de questions. Mais c'est parce qu'en fait, c'est très simple. Moi, je sais,
pourquoi j'arrive toujours à avoir de très bons étudiants avec moi, c'est parce que quand on dit à l'étudiant, bon, ben voilà, je vais pas travailler pour toi, mais je vais travailler avec toi. On va travailler ensemble, on va regarder pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est ces matières-là qu'on propose et pas d'autres à la Sorbonne. Et ben, c'est comme ça qu'on arrive tout simplement à avoir de très bons résultats. Et à force de cogner la réalité, forcément, elle adhère à nos ambitions, à nos projets. Et c'est vos premiers partiels. Les premiers partiels, c'est les plus importants. Que ce soit en première, deuxième année, troisième année, vous pourrez demander à n'importe qui. C'est les plus importants parce que déjà, c'est les résultats qu'on envoie quand on veut passer à une étape supérieure. Mais c'est surtout que, bah, on est bien d'accord, quand tu réussis tes premiers partiels, bah, tu pars, déjà, si vous réussissez, si vous validez vos premiers partiels, d'accord, vous assurez directement votre place en L2. Là, c'est plus facile. Alors que si vous ne les validez pas, si vous ne les validez pas, bah déjà, vous êtes bah, dans une position de redoublement et il faudra compenser avec son deuxième semestre. Donc, c'est un stress en plus, sachant qu'au deuxième semestre, c'est des matières qui ne sont pas très faciles par rapport au premier. Je parle notamment du droit, je parle notamment des mathématiques, de la microéconomie, où chaque semaine, il y aura un QCM en ligne qui compte pour 30% de la note finale. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de stress. Très détente, très cool, comme la plupart de mes étudiants. La plupart de mes étudiants, j'ai plus de 250 étudiants. Je vois pratiquement aucun étudiant qui galère, mais parce que voilà, j'ai mon groupe privé, j'ai mes groupes avec les étudiants avec qui j'interviens. J'ai un local qui est juste en face de la fac, donc ça, c'est un avantage absolu. Et c'est surtout que bah, voilà, moi, ça fait 11 ans que je suis là, j'ai tous les supports. Je, contrairement à d'autres, bah, moi, quand je vois une interro, je sais si elle va être efficace ou pas, je sais si ça va vous permettre d'évoluer ou pas. Et bah, vous parlez à quelqu'un qui a eu 100% de réussite l'année dernière en L2, en L3. En L3, j'ai toujours fait 100% de réussite en magistère finance, en master de finance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, je pense. Et tout en restant très modeste, quand on se donne à fond, moi mes étudiants, bah, j'ai 100% de mon temps à consacrer. La preuve, je suis encore ce soir avec vous en train de vous donner un cours. Je pense que forcément, on ne peut que réussir. Donc, pour ceux qui sont intéressés, bon, bah voilà, moi, pour le mois de décembre, qui est un mois crucial, par exemple, pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours de gestion, je propose un accompagnement dans toutes les matières. Un accompagnement dans toutes les matières, un suivi et surtout de vous apporter les meilleurs supports, les meilleurs cours possibles et de vous mettre dans des groupes privés où on va pouvoir se voir, aller pratiquement à raison de une tous les 3 jours, voire même tous les 2 jours, surtout en période d'interro. Et vous pouvez venir bosser, il y a mes étudiants en L2, et voilà, il y a un échange qui est très sympathique. Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous laisse mon numéro et en tout cas, bah, merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps. J'espère en tout cas que j'ai été très clair. Et pour ceux qui ont des questions, d'accord, donc c'est 07 62, d'accord, 59 61 03. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en tout cas, bah, pour tous ceux que je n'aurai pas la chance d'accompagner, je vous souhaite à tous de très, très bonnes révisions. D'accord. Ne lâchez rien parce que vraiment, la récompense, elle est belle. Et c'est la dernière ligne droite. Le mois de décembre, c'est très, très important. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Merci. Merci, merci, Amérique. Merci, Henri. Vous pourriez remettre votre numéro, s'il vous plaît? Ouais, excuse-moi. Merci, au revoir. Avec plaisir. Merci à tous. Merci. Moi, j'avais une question Mhm. sur parce que je suis arrivée enfin même milieu fin. Je suis arrivée à partir Elle a d'une enregistré la séance. multiplication. Tu as de la chance, Comment? elle a enregistré la séance. Ah mais non, c'est cool. Et je Mhm. la vois comment? Euh, alors, est-ce que tu as Internet à la maison? Oui. Est-ce que tu as un téléphone sur toi? Ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Bravo, félicitations. Mais je la trouve où? Et bah, je vais t'envoyer ça. Donc, tu t'envoies juste, envoie-moi un message sur ce numéro, d'accord? Euh, D'accord. Tu me demandes le lien OK. et avec grand plaisir, d'accord? D'accord. Mais du coup, est-ce que tu as expliqué pour parce que quand je suis arrivée, Mhm. tu as parlé de la formule C égale Alors, I ça, tu plus verras tout ça dans C l'enregistrement. comment? Parce que là, j'ai une autre Comment? séance qui commence pour les L3. Donc, tout ça, tu le verras dans l'enregistrement. D'accord? OK. Bon. Bah, OK, merci beaucoup d'accord. en tout Ouais, cas. merci. Envoie-moi un message et je t'envoie le lien. Merci, OK, OK, merci. avec plaisir.